Bonjour Amine. Bonjour Cédric. Alors, une petite explication. Normalement, tu devais nous rejoindre pour la vidéo avec Stéphane Résimon. Le réseau Internet en a décidé autrement. Donc, voilà, tu m'as appelé juste après. Et c'est pour ça que dans la foulée, on va faire une petite vidéo à deux pour expliquer ce pourquoi je t'avais demandé de participer. C'est d'avoir un appui ou plutôt une explication plutôt scientifique de la composition du réjuve-actif que tu connais très bien, puisque tu fais également partie, entre autres, de l'équipe scientifique du laboratoire NRD. Donc, voilà, en tout cas, un bon appui scientifique. Et de fait, je pense que les questions te reviennent de plein droit sur la partie plutôt technique. Alors, dis-moi, au niveau de la composition du réjuve actif, le CoQ10, le PQQ, la NADH, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, par rapport au Réjuve Active, il a été au tout début question de proposer un produit à base de PQQ, de pyrroloquinoline quinone. Et donc, ensuite, on s'est rendu compte que sur le marché, il y avait plein de produits à base de PQQ. Et donc, on avait décidé de faire quelque chose d'un peu plus, qui sortait un peu plus de l'ordinaire et aussi qui a des applications cliniques plus intéressantes et plus ciblées. Je pense que Stéphane Résimon avait donné des choses dans ce sens-là. Et donc, sa composition, en fait, à la base, comme j'ai dit, c'était du pensé dans le sens du PQQ. Mais comme on avait encore réfléchi donc sur la composition de ce produit et on avait décidé donc d'inclure d'autres molécules qui étaient synergiques au PQQ, donc le PQQ, c'est une molécule qui a des actions au niveau de la mitochondrie. Au niveau de la mitochondrie. Donc la mitochondrie, c'est la centrale énergétique des cellules. Donc les centrales énergétiques des cellules, puisqu'on a plusieurs mitochondries, parfois même plusieurs centaines ou plusieurs milliers, selon le type de cellules, s'ils sont plutôt orientés vers l'anaérobiose ou vers l'aérobiose. Et donc, la mitochondrie, c'est cette partie ou cet organite de la cellule qui va disons, métaboliser l'oxygène qu'on respire. Donc l'oxygène qu'on respire, il va être absorbé au niveau des alvéoles, au niveau des poumons, il va passer au niveau, par l'intermédiaire de l'hémoglobine, au niveau du sang et ensuite conduit au niveau des cellules. Et au niveau des cellules, il va intégrer les mitochondries. Okay, et les mitochondries, il faut le dire, ce sont les organites cellulaires qui sont donc les seuls organites cellulaires qui vont pouvoir métaboliser ou utiliser l'oxygène. Okay, et à la base, si on remonte au niveau d'un point de vue phylogénétique, on a les mitochondries qui étaient à la base des cyanobactéries. C'est des types de bactéries très primaires qui avaient cette capacité de métaboliser l'oxygène qui, à l'époque, il y a très 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 longtemps, avant même l'apparition des espèces telles qu'on les connaît aujourd'hui, les mitochondries étaient les seules bactéries qui avaient la capacité donc de métaboliser l'oxygène et de le transformer en quelque chose d'utile parce qu'à l'époque, c'était extrêmement toxique pour les autres bactéries, pour les autres organismes cellulaires. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que des bactéries ou des organismes unicellulaires. Et donc, au fur et à mesure, il y a eu cette intégration de la mitochondrie au sein de certains organismes unicellulaires, donc qu'on appelle les bactéries prokaryotes. Okay. Donc les mitochondries se sont intégrées à l'intérieur de ces bactéries parce qu'elles étaient très utiles et en même temps ces bactéries, ces autres bactéries, leur donnaient une certaine sécurité, un certain environnement où elles pouvaient se multiplier, etc. Donc c'était un échange en fait. Et on peut dire que la mitochondrie, c'est une sorte de c'est une partie du microbe dans la plupart des organismes vivants.
Donc ça, c'est pour la partie introduction sur qu'est-ce que la mitochondrie ou d'où ça vient et quel est son rôle. Et maintenant, donc, le rôle de la mitochondrie, c'est de produire de l'ATP, donc la forme de stockage ou la forme moléculaire de stockage de l'énergie connue actuellement, surtout chez les organismes un peu évolués. Et donc les vertébrés, les mammifères, dans l'être humain. Et donc la mitochondrie utilise en réalité plusieurs molécules. Il y a beaucoup de molécules qui sont très importantes pour la survie de la mitochondrie et surtout pour le développement et le fonctionnement correct de la mitochondrie, donc la production d'énergie. Et donc, parmi ces molécules-là, on a par exemple le PQQ, on a le coenzyme Q10, on a aussi le NADH qui n'est autre que… Donc, NADH, c'est nicotinamide adénine dinucléotide réduit. Donc, c'est la forme bioactive de la vitamine B3. Et donc, toutes ces molécules-là, on les retrouve justement dans le régime actif. On a aussi l'acide alpha-lipoïque. L'acide alpha-lipoïque qui est considéré comme un antioxydant, mais qu'en réalité, ce n'est pas un antioxydant au sens propre, c'est une molécule qui permet de régénérer les autres molécules antioxydantes. Quand on dit régénérer, ça veut dire qu'il augmente le temps d'utilisation d'une molécule antioxydante, comme par exemple la vitamine C ou la vitamine E ou le coenzyme Q10 ou le glutathion. Okay, et l'astaxanthine aussi, qui est une molécule extrêmement antioxydante, qu'on retrouve, on trouve notamment dans les produits de la mer, par exemple, les fruits de mer ou autres. Donc c'est une combinaison en fait de molécules. Là, c'est une présentation assez générale, mais c'est une combinaison de molécules qui permet en fait une synergie entre les différents composants. À titre d'exemple, l'acide alpha-lipoïque a été intégré au dosage qu'on avait pensé justement par rapport aux études, etc. Donc le dosage optimal, on avait choisi un dosage optimal qui permettait en réalité de régénérer ou d'optimiser le fonctionnement du coenzyme Q10 qu'il y avait dans le régime actif. Donc c'est pour ça qu'on avait mis par exemple l'acide alpha-lipoïque. Le NADH, on le sait très bien, ceux qui ont une certaine notion de biochimie, ils savent que le NADH est un produit en réalité du cycle de Krebs. Alors, pour simplifier un petit peu, la mitochondrie, c'est une cellule à part, hein, comme je l'ai dit, c'est un organisme unicellulaire. Hein. On le considère comme un organite cellulaire parce qu'il est intégré dans la cellule et qui fonctionne selon le métabolisme de la cellule, mais il a son propre ADN. Hein. La mitochondrie a son propre ADN. Donc, ça a une certaine indépendance et donc ça a beaucoup de fonctions métaboliques. Donc, le métabolisme de la mitochondrie en lui-même, c'est une spécialité à part en biologie. Donc, la mitochondrie, justement, elle a plusieurs cycles et plusieurs voies métaboliques. Donc, ce qui nous intéresse, nous, ici, notamment, ce sont deux voies métaboliques qui permettent justement de produire cette énergie et de métaboliser l'oxygène et de produire de l'ATP, notamment le cycle de Krebs. Donc le cycle de Krebs, ou appelé aussi cycle du citrate ou cycle de l'acide citrique, c'est un cycle en réalité qui qui commence d'ailleurs par l'acide citrique, par la production d'acide citrique, et ça revient au premier métabolite qui est l'acide citrique aussi. Et donc, ce cycle-là, ça permet de collecter des électrons. Parce que quand on dit produire de l'ATP ou de l'énergie, c'est en réalité faire passer des électrons d'un pôle ou d'un pool très concentré en électrons vers un autre pool qui est moins concentré. À ce moment-là, il y a une sorte de l'énergie qui se dégage et qui est stockée dans une molécule d'ATP ou dans les liaisons qu'il y a dans une molécule d'ATP. OK. Et donc, le cycle de Krebs, c'est la voie métabolique principale qui permet de collecter ces électrons-là. Okay. Et donc, la collecte de ces électrons, l'une des molécules qui permet de stocker ces électrons temporairement pour les transporter vers une autre voie qui est celle de la voie qui va produire réellement l'ATP au niveau de la mitochondrie, c'est justement le NADH. Parce que le NADH, quand on voit dans un cycle de Krebs, on a 3 molécules de NADH qui sont produites par cycle, donc par tour.
Okay. On a aussi, entre autres, le FADH2. Mais là, le plus important, c'est le NADH, parce que c'est le NADH qui produit en plus grande quantité au niveau du cycle de Krebs. Et donc, ce NADH, il s'insère au niveau, il est produit dans cette voie du cycle de Krebs, et il s'insère au niveau de l'autre voie qu'on appelle la voie de transport des électrons, ou donc la voie de transport des électrons, ou aussi la phosphorylation oxydative. Donc, c'est la même voie. Et donc, c'est cette voie qui va permettre de transporter ces électrons qui ont été générés dans le cycle de Krebs. Alors, on les transporte pourquoi, vous allez me dire? Ben, tout simplement, on les transporte pour qu'ils arrivent au niveau de l'endroit où il va y avoir ce passage des électrons d'un milieu concentré vers un milieu moins concentré pour qu'il y ait dégagement d'énergie et capture de cette énergie au niveau d'une molécule, des liaisons d'une molécule qu'on appelle l'ATP. Okay? Et donc, cette deuxième voie de transport des électrons, ben, elle va recevoir le NADH. Donc, elle est composée de plusieurs complexes. On appelle complexe 1, complexe 2, et ensuite coenzyme Q10. Le coenzyme Q10 est l'un des complexes qui font partie de cette voie, partie intégrante. Donc, ensuite, complexe 3, complexe 4, jusqu'à arriver au complexe 5. Donc, et c'est là où il va y avoir utilisation d'oxygène pour produire de l'ATP. Donc, encore une fois, le NADH est un composant essentiel pour pouvoir alimenter cette voie. Quand on donne du NADH, c'est comme si on avait, en quelque sorte, fait tourner le cycle de Krebs plus rapidement pour qu'il produise un peu plus de NADH. Donc, on donne du NADH dans ce sens-là. Et puis, le coenzyme Q10, pourquoi? Comme je l'ai déjà dit, on a cette deuxième voie de transport des électrons qui contient du coenzyme Q10 en son sein. Et le coenzyme Q10 est le seul et unique antioxydant qui n'agit pas de la même façon que tous les autres antioxydants, qu'ils soient enzymatiques ou non enzymatiques. Alors, comment ça se fait? Eh bien, tous les autres antioxydants, ils vont pouvoir capter les radicaux libres ou les désactiver. Okay? Donc, on sait qu'il y a cette balance par rapport au stress oxydatif oxydant-antioxydant. Les oxydants, les pro-oxydants sont les radicaux libres. Et donc, ces radicaux libres, en fait, ils vont générer des électrons libres qui vont détruire les membranes, les molécules, etc. Et pour les contrer, on a les antioxydants. C'est-à-dire que tous les autres antioxydants, excepté le coenzyme Q10, ils vont agir contre ces radicaux libres lorsqu'ils sont déjà là et qu'ils sont déjà générés, qu'ils ont été déjà générés. Alors que le coenzyme Q10 va prévenir en fait la genèse même de ces radicaux libres. Alors comment? Eh bien, comme je vous ai dit, on a cette deuxième voie de transport des électrons. Et dans cette voie-là, on a les électrons qui passent d'un complexe à l'autre. Okay? Donc, complexe 1, il donne au coenzyme Q10. Le complexe 2 aussi, il donne au coenzyme Q10. Et ensuite, le coenzyme Q10, il donne les électrons au complexe 3, et le complexe 3 au complexe 4, et ainsi de suite. Et imaginez maintenant que si on a moins de coenzyme Q10 dans cette voie, s'il y a un manque de coenzyme Q10, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le complexe 1 et le complexe 2, ils vont avoir des électrons à donner, mais ils n'arriveront pas à le donner directement au complexe 3, puisqu'il manque un maillon dans la chaîne, qui est le coenzyme Q10. Et donc, il y aura des électrons libres qui vont se détacher et qui ne vont pas trouver preneur, en l'occurrence, sur l'oxygène, l'O2, c'est l'oxygène qu'on respire, qu'on retrouve dans la mitochondrie, ils vont aller se fixer et produire ce qu'on appelle un radical libre primaire ou ce qu'on appelle le radical anion superoxyde. L'anion superoxyde, c'est le tout premier radical libre qui produit au niveau de la mitochondrie. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de coenzyme Q10. Et donc, si on a assez de coenzyme Q10, on réduit la quantité d'anion superoxyde et donc de radicaux libres. Et donc, la seule et unique molécule qui permet de prévenir la genèse des radicaux libres, non pas de lutter contre les radicaux libres quand ils sont déjà là, mais de prévenir leur genèse, c'est le coenzyme Q10. Alors, la PQQ, on pense très souvent que c'est un métabolite ou un précurseur du coenzyme Q10, mais en réalité, ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ce sont des molécules qui se ressemblent moléculairement, mais qui ont des actions assez différentes, mais complémentaires. Donc, comme je vous ai dit, dans cette chaîne de transport des électrons,
on a le coenzyme Q10 qui en fait partie intégrante, mais on a aussi le PQQ. Le PQQ ne fait pas partie de cette chaîne-là, mais c'est un cofacteur, c'est un activateur, c'est un potentialisateur des différents complexes qu'il y a dans cette chaîne. Et donc, c'est pour ça d'où la composition. Dans la composition, on avait pensé à mettre donc, le PQQ et on s'est dit, hop, tiens, le coenzyme Q10 est extrêmement important dans cette chaîne de transport des électrons. L'acide alpha-lipoïque va permettre de régénérer le coenzyme Q10, entre autres. Le NADH est extrêmement important si on veut avoir un apport supplémentaire en électrons à transporter dans cette chaîne. Et donc, le PQQ, il agit un petit peu partout comme cofacteur, comme activateur des différents complexes de la chaîne mitochondriale de transport des électrons. Et puis ensuite, il y a l'astaxanthine. Et l'astaxanthine, elle est extrêmement importante dans la protection de la mitochondrie. On a plusieurs rapports scientifiques, plusieurs études scientifiques qui montrent que l'astaxanthine a des effets pléotropes, comme la plupart des polyphénols d'ailleurs, qui ont des effets quand on dit pléotropes, c'est-à-dire que ça n'agit pas au niveau d'un seul target métabolique, une seule cible métabolique, comme on l'a vu avec par exemple le coenzyme Q10, il agit à ce niveau-là, NADH pareil, il se fixe au niveau du complexe 1, etc. etc. Par contre, l'astaxanthine, elle a des effets pléotropes, c'est-à-dire qu'elle va agir au niveau de plusieurs endroits qui sont différents. Elle va réduire l'inflammation, elle va augmenter l'antioxydation, elle va diminuer aussi la cancérogénèse, réguler la prolifération et le cycle cellulaire. Donc, ça agit au niveau de différents récepteurs et elle a différents récepteurs et on connaît certains des récepteurs qui permettent ou sur lesquels se fixe l'astaxanthine, mais il y en a certainement d'autres. Et donc, c'est ce qui fait que l'astaxanthine est un protecteur de la mitochondrie contre l'intoxication, parce que la mitochondrie, elle est très sensible à l'intoxication, notamment aux métaux toxiques, métaux lourds. Je peux donner un exemple ou même deux exemples sur le potentiel d'intoxication de la mitochondrie par des métaux toxiques et métaux lourds. On avait parlé de l'acide citrique. Donc, au niveau de ce cycle de Krebs, on a les deux premières réactions. Vous savez, c'est un cycle avec plusieurs réactions. Et donc, la toute première réaction, c'est la conversion du citrate en 6-aconitate. On appelle ça 6-aconitate, donc qui est un métabolite intermédiaire qui va ensuite produire de l'isocitrate. Donc, les deux premières réactions au niveau du cycle de Krebs, ça va produire, on va passer du citrate vers l'isocitrate. Et donc, ces deux réactions-là, elles sont catalysées par une enzyme qu'on appelle l'aconitase. L'enzyme s'appelle l'aconitase pour ces deux réactions-là. Et justement, il se trouve que cette enzyme-là, qui s'appelle l'aconitase, elle est extrêmement sensible aux métaux toxiques. Notamment, par exemple, première chose, l'aluminium. Donc, l'aluminium est un halogène, ce n'est pas un métal lourd, hein, mais il a les mêmes propriétés toxiques que les métaux lourds. On a le plomb et on a le mercure. Ce sont les trois métaux toxiques qui sont très connus pour leur effet inhibiteur du fonctionnement de la mitochondrie et notamment de cette enzyme aconitase. Alors, ils agissent ces mêmes métaux toxiques, ils agissent un peu plus bas aussi au niveau toujours du cycle de Krebs, dans d'autres réactions aussi. Donc, c'est assez compliqué maintenant d'expliquer, mais retenez juste que vous avez ces deux premières réactions-là qui sont inhibées par ces trois métaux toxiques. Et vous avez aussi trois autres réactions plus bas au niveau du cycle de Krebs qui sont également inhibées par ces métaux toxiques. Un excès de zinc, par exemple, un excès de zinc, quand je dis un excès de zinc, c'est pas au dosage qu'on retrouve dans l'alimentation ou même au dosage qu'on donne en supplémentation comme 20 mg, 50, 60, même 100 mg. C'est pas ça. C'est un surdosage, un réel surdosage en zinc pendant une longue période. Eh bien, le zinc va se déposer, entre autres, au niveau de cette enzyme, l'aconitase. Et donc, elle est très sensible
à l'intoxication au zinc. Parmi les symptômes d'intoxication au zinc, par exemple, c'est justement les dysfonctions ou les symptômes qui sont associés aux dysfonctions mitochondriales. Pourquoi? Parce que justement, cette première enzyme du cycle de Krebs, eh ben, elle se bloque et c'est ce qui fait que le cycle de Krebs se ralentit considérablement et on a moins d'électrons qui sont générés et donc moins d'électrons qui vont être transportés et moins d'ATP qui sera produit. Et donc et on a plein d'autres exemples comme ça qui peuvent qui peuvent être évités justement par un apport supplémentaire en astaxanthine. L'astaxanthine, alors il y a d'autres molécules qui permettent de détoxifier la mitochondrie, de la protéger, etc. Mais selon nous et selon ce qu'on a vu dans la littérature scientifique et avec les différentes études in vivo, in vitro, etc., l'astaxanthine, c'est vraiment la molécule principale qui permet de protéger globalement, avec son effet pléiotrope, la mitochondrie. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on a pensé cette composition PQQ, coenzyme Q10, acide alpha-lipoïque, astaxanthine et NADH. Ok, merci pour cette explication. Si, en tout cas, dans les grands mots que je retiens, c'est potentialisateur, c'est régénérant, c'est activateur et c'est protecteur. Bon, tout ça à remettre évidemment dans le contexte, mais on entend par là que sont vraiment des éléments qui sont indispensables à nos cellules. Et qu'on soit sportif ou non sportif, on en parlait tout à l'heure avec Stéphane, en disant, oui, effectivement, il y a les personnes qui, au-delà de 35 ans, qui doivent régénérer leurs cellules, mais également les sportifs, dans certains cas, qui ont tout intérêt. Et je pense que le cycle de Krebs, c'est quelque chose qui parle énormément aux sportifs. Alors, j'ai juste quand même une question, puisque je parle du sport. Est-ce que le fait de prendre cela peut améliorer la performance sportive ou la récupération simplement? Alors, c'est extrêmement important parce que dans la performance sportive, tous les composants qu'on a dans le Rejuva-Active sont directement impliqués. On trouve des dizaines, voire plus d'études sur les applications de ces molécules, mais de façon isolée sur la performance sportive. Mais jusqu'à maintenant, personne n'avait pensé à les mettre tout ensemble pour avoir un effet potentialisant de la performance sportive. Alors, en ce qui concerne le sport et surtout le sport de haut niveau, on a, comme vous le savez tous certainement, deux tendances métaboliques par rapport au type d'activité physique. On a l'endurance et la force. Et puis, bien entendu, on a entre les deux tout un panel de différents types d'activités physiques, sport de combat, sport collectif, etc., intermittent, etc. Et donc, ce qui serait important ici à signaler, c'est que pour les sportifs d'endurance, ils ont besoin d'une capacité aérobie très importante et très développée. Donc, on va prendre l'exemple le plus extrême des sports d'endurance ici, notamment le marathon, par exemple, semi-marathon, cyclisme, etc. Et donc là, ils ont besoin vraiment d'une capacité aérobie très importante. Ils ont besoin aussi d'une résistance à la fatigue aussi assez importante. Ils ont besoin de pousser leur seuil anaérobie, leur deuxième seuil anaérobie lactique aussi plus loin. Mais le plus important, c'est qu'ils aient une mitochondrie qui produit un maximum d'énergie. Un maximum d'énergie, et donc c'est ce qu'on appelle la voie aérobie. Et dans ce sens-là, donc le coenzyme Q10, la PQQ, le NADH, avec acide alpha-lipoïque et astaxanthine, c'est vraiment une composition qui permet d'optimiser le fonctionnement de la mitochondrie. Maintenant, dans l'autre sens, si on prend les sports de force, notamment comme exemple l'haltérophilie ou le powerlifting, donc ça c'est vraiment les sports extrêmes, hein. Et donc là, on a besoin
plutôt, bien entendu, on a besoin d'un bon fonctionnement des mitochondries, assez d'énergie, etc. Mais ils utilisent une autre voie métabolique qui est celle de la phosphocréatine pour produire de l'énergie. Donc ici, en réalité, les mitochondries sont très importantes, mais dans la récupération. Elles sont beaucoup plus importantes dans la récupération dans les sports de force que dans les sports d'endurance. Dans la récupération, on a besoin de la filière aérobie et donc on a besoin des mitochondries pour qu'ils puissent, donc bien entendu, produire l'énergie ou la quantité d'énergie d'ATP qui permet au processus de régénération de bien fonctionner. Et ça permet aussi d'éliminer tout ce qui est toxines, etc. Et donc c'est d'où l'importance ici d'avoir des mitochondries qui fonctionnent bien. Donc, dans les sports d'endurance, on a besoin des mitochondries pour produire un maximum d'énergie. Dans les sports de force ou de force maximale, on a besoin de cette mitochondrie pour pouvoir bien récupérer. Et dans les sports, le panel de types de sport qu'il y a entre les deux, eh ben, c'est un peu des deux en fait. Un peu de production d'énergie, un peu de régénération et de processus de régénération et de réparation aussi. Et donc pour les sportifs, c'est très, très, très bien adapté. On a les différents essais cliniques qui ont été faits notamment par le professeur Birkmayer, le professeur autrichien qui avait découvert la formule du NADH en sublingual. Donc ça, c'est les études qu'on a et qui sont les plus d'un haut niveau méthodologique. On a aussi d'autres études, les études de coenzyme Q10 et de PQQ qui sont disponibles aussi. Et on a plusieurs essais cliniques dans ce sens-là. Et donc, le fait de les regrouper ensemble, ça va donner un plus, ou ça va optimiser le fonctionnement de la mitochondrie chez le sportif. Et comme l'a certainement expliqué Stéphane Rizima aussi, que ça permet aussi de prévenir notamment des maladies qui sont liées aux dysfonctions mitochondriales. On a beaucoup de maladies aujourd'hui, notamment des maladies neurodégénératives, entre autres, qui permettent. Donc ça permet plusieurs composants. Donc ici, ça permet aussi de prévenir ces maladies-là, voire d'apporter un plus dans la stratégie thérapeutique contre ce type de maladie. Ok, ben merci pour ce large tour d'horizon. On sent vraiment la passion et l'envie d'expliquer et on pourrait passer, je pense, des heures ou tu pourrais passer des heures à tout expliquer. Évidemment, là, on fait des vidéos qu'on essaye le plus courte possible, mais les plus complètes possibles. Donc voilà, merci beaucoup pour cette explication. Merci d'avoir pris ton temps pour nous expliquer tout ça. Et merci aussi d'avoir tout fait pour réussir à te connecter et trouver un réseau Internet pour ce soir. Voilà, je te remercie beaucoup et je te dis à bientôt. Un grand, grand merci. Merci à toi et avec grand plaisir. À très bientôt.